Bonjour et bienvenue sur Télé Mille Vaches pour le 20e numéro du magazine du Plateau, un magazine qui nous conduira cette fois, entre autres, à Sornac, du côté du Monteil-au-Vicomte, dans les centres d'art contemporain de Mémac et de Vassivière, à Nède pour parler anglais et sur les routes corréziennes actuellement en chantier. Mais pour commencer, c'est au pays de la tapisserie que nous allons nous rendre, en l'occurrence à Aubusson et à Felletin. La tapisserie, en effet, fleuron de l'industrie traditionnelle de notre région, est en crise. Une crise dont on a beaucoup de mal, semble-t-il, à connaître les raisons et encore plus de difficultés à imaginer les solutions. Alors, pour essayer de comprendre quelque chose à ce qui se passe, nous avons baladé notre caméra dans des ateliers à Aubusson, à Felletin, à l'école d'art décoratif à Aubusson et au musée de la tapisserie. Et puis, nous avons demandé à 4 personnes de venir ce soir, 4 personnes qui sont directement concernées par la tapisserie. Ce sont Sylvie Lebon et Carole Chiron, qui sont toutes deux étudiantes de l'ENA, de l'école d'art décoratif. Vous êtes donc toutes les deux en 3e année et vous vous destinez a priori à travailler dans la tapisserie. Vous nous expliquerez cela tout à l'heure. Au passage, on remercie l'école de nous avoir prêté la tapisserie qu'on a vue tout à l'heure dans le générique. Bernard Petit, vous êtes artisan lissier. Alors donc artisan lissier, ça veut dire quoi exactement? Je suis lissier indépendant, il y a artisans lissiers, artistes libres. Je suis lissier indépendant, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes au Aubusson qui travaillent à leur compte et qui sont seules pour réaliser leur production. Donc vous réalisez des tapisseries comme celles que vous avez apportées et qui se trouvent derrière vous. Enfin, Madame Mathias, vous êtes conservatrice du musée départemental de la tapisserie à Aubusson et à ce titre, on peut dire que vous êtes un peu spécialiste de cet art qui est aussi donc une industrie. Alors, sans faire toute l'histoire de la tapisserie à Aubusson, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps le nom d'Aubusson est associé à la tapisserie? Plus de 500 ans. Plus de 500 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est en fait une activité qui n'a jamais cessé. Vous avez eu des ateliers qui ont commencé avant Aubusson, tels qu'Arras, tels que Tournai, mais ils ont disparu. Vous en avez d'autres qui ont commencé plus tard et qui existent encore, mais cette longévité est tout à fait unique dans l'histoire. Alors donc une histoire très ancienne, une histoire qui a sans doute eu des hauts et des bas, on en parlera aussi tout à l'heure, mais il y a eu une période faste à Aubusson, la période faste la plus récente, celle qu'on connaît, elle est associée au nom de Jean Lurçat. Jean Lurçat a un épisode qui évoque pour nous sa femme, Simone Lurçat, qui était à Aubusson, au musée de la tapisserie, il y a quelques semaines. Ça est arrivé à la tapisserie par un chemin qu'il n'a pas cessé de suivre plus ou moins toute sa vie. Parce que quand il avait commencé, il a commencé à travailler chez un fresquiste. Après l'autre-guerre, dont les fresques, forcément, c'était du mural. Après, pendant même, c'était avant l'autre-guerre, et pendant la guerre, il avait été blessé. Sa mère faisait du canevas, et il avait fait des grands cartons de canevas. Un peu avant la guerre de 40, les Beaux-Arts avaient demandé à 3 artistes de Paris de venir s'intéresser à la tapisserie et voir si on pouvait la relancer. C'était donc Romer, Dubreuil et Lurçat. Et comme Lurçat, depuis sa jeunesse, suivait tout ce qui était mural, a découvert vraiment que la tapisserie, c'est exactement une fresque que l'on peut déplacer, et comme il aimait beaucoup voyager, pour lui c'était la formule, c'était la fresque mobile. Qui s'appelle Marcoussis, qui disait « Tu connais un métier que personne ne connaît, pourquoi tu veux l'apprendre aux autres ?» Lurçat avait une expression disant « Un poisson ne remonte jamais seul la rivière, il y a toujours un groupe. Si je suis seul, c'est pas grave, si nous sommes nombreux, ce sera un événement. » C'est pourquoi il a essayé de convaincre beaucoup d'artistes qu'il fallait faire de la tapisserie. Il avait beaucoup d'enthousiasme, une grande force de conviction et vraiment le désir de convaincre. Je cherche en vain quel est l'artiste qui écrit le nombre d'articles, de livres, de conférences, d'expositions, qui essaie de convaincre l'étranger. Je n'en trouve pas beaucoup. Chacun maintenant est devenu beaucoup plus individualiste, chacun travaille. Et puis il faut dire que une peinture souvent rapporte
qu'un carton de tapisserie qui tout de même, si on veut le faire, si on est exigeant, il sera long à élaborer. Donc les peintres sont contentés de peinture. Le tissage, maintenant avec les charges sociales qui n'existaient pas avant, la TVA qui n'existait pas, le tissage en coûtait beaucoup plus cher. Tout le monde a pris le goût de gagner aussi beaucoup plus d'argent, dont les tapisseries se vendent mal parce qu'elles sont chères et parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde pour les défendre. Alors, Martine Mathias, Jean Lurçat relance la tapisserie, mais 30 ans après sa mort, la tapisserie d'Aubusson, dit-on, est en crise. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment on est arrivé à cette situation aujourd'hui? Ouais, c'est une situation progressive. Vous savez, je crois que ça s'est un petit peu amenuisé au cours du temps. Mais ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que ce n'est pas la première fois qu'Aubusson est en crise et qu'il y a eu au cours de l'histoire de nombreuses crises très importantes. Et je ne vais vous en citer que deux qui sont bien connues. Par exemple, à la révocation de l'édit de Nantes, il y a tout un ensemble de tapissiers qui ont été obligés d'émigrer parce qu'une grande partie des tapissiers aubussonnais étaient protestants. Et puis beaucoup plus proche de nous, et ça c'est encore resté dans la mémoire collective et dans la mémoire même de certains, c'est durant les années 30 où on a bien cru que la tapisserie allait mourir. Ça n'a pas été le cas. Bon, alors en tout cas, aujourd'hui, on est un peu dans le creux de la vague. Ça n'empêche qu'il y a des lissiers qui continuent à exister, qui s'installent même. Donc, vous, Bernard Petit, vous êtes lissier. Depuis combien de temps et en quoi consiste exactement votre métier? Ça fait 7 ans que je suis à mon compte, ça fait 7 ans que je vis grâce à la tapisserie. En quoi consiste mon métier? Dans quel sens? À fabriquer des tapisseries, tout simplement. Alors, c'est-à-dire, il y a des gens qui vous téléphonent, qui vous commandent une tapisserie. C'est très variable. Je ne vais pas parler de mon cas personnel. Enfin, ouais. C'est très variable. Les gens travaillent... Bon, il y a des grosses entreprises qui travaillent avec des représentants où ils ont tout un réseau commercial et ils vont voir les clients sur place. Il y a des entreprises qui travaillent plus avec les renommées ou avec des retombées indirectes. Il y a des entreprises, enfin des petits ateliers qui travaillent directement avec des artistes beaucoup plus proches, en collaboration avec les artistes. C'est après les artistes qui essayent de diffuser leur tapisserie. Et pour les artisans indépendants, c'est assez variable. Il y a une grande part quand même de sous-traitance. Pour tous les indépendants tels que moi, on fait quand même une grosse partie en sous-traitance avec les gros ateliers. Mais pas que ça, hein, pas que ça. C'est pas la majorité du chiffre, quoi. Alors, et à Aubusson et à Felletin, vous êtes combien à exercer ce métier entre les plus grosses entreprises, les plus grosses manufactures et puis des gens comme vous? Combien de salariés en tout? Combien ça représente de gens qui travaillent dans la tapisserie? Je ne sais pas exactement, ça doit représenter 70, 80 personnes, enfin moins de 100 personnes en tout cas, moins de 100 salariés, qui sont répartis en une quinzaine de structures différentes. Et alors, aujourd'hui, on parle de crise de la tapisserie. Vous, comment vous vivez ça? Je veux dire, est-ce que depuis 7 ans, vous voyez une évolution négative ou au contraire, ça stagne? Enfin, je sais pas. Moi, je vois une évolution assez négative quand même, parce que au début, quand j'ai démarré, normalement, c'est le contraire. Quand on démarre, on a toujours un peu plus de mal à trouver du travail, et puis après, ça va mieux. Et là, pour tout le monde, hein, je crois, on travaille... normalement, on doit travailler avec, je sais pas, 6 mois, 8 mois, 1 an d'avance, voire plus. Et là, maintenant, pour tout le monde, c'est un peu du coup par coup, quoi. C'est un peu au mois, 1 mois d'avance. Alors, c'est un peu ce que nous raconte Monsieur Picot, qui est donc lui aussi installé comme lissier à Aubusson. Nous sommes allés lui rendre visite dans son atelier, donc visite à l'atelier Picot à Aubusson et aussi à la manufacture des fuses à Felletin. L'art de la tapisserie s'est transmis dans la famille Picot de génération en génération depuis la fin du XVIIe siècle. La crise actuelle n'est pas la première. Chaque époque a eu ses difficultés et la tapisserie a toujours connu des hauts et des bas. L'atelier Picot, qui emploie aujourd'hui 6 personnes, a connu des jours meilleurs dans les années 70. Comment gère-t-on un atelier aujourd'hui? C'est bien difficile. Je dirais qu'on gère à vue, n'est-ce pas? Du jour au lendemain, pratiquement. Ce qui n'était pas le cas avant, où les carnets de commandes permettaient de voir venir, je dirais. Je sais pas, il y a eu jusqu'à 2 ans de travail d'avance, et aujourd'hui, quand on a 3 mois, on est content, on souffle un peu. D'après vous, quelle est l'origine de la crise? À mon avis, il y a de multiples raisons qui vont de la crise, je dirais, du monde de l'art en général. Mais je pense que c'est avant tout une question de crise économique. Et
il est bien certain que la tapisserie n'est pas un produit de première nécessité. Il n'y a plus la locomotive que pouvait être l'URSSA à une certaine époque. Mais manque de créateurs, je dirais oui et non. Manque de financement de la création. C'est surtout ça le problème. Un des moyens de pallier à une crise serait de se lancer dans la diversification. Est-ce que vous y avez pensé ? On y a pensé bien sûr, mais je crois que le gros problème lié à cette crise est que la tapisserie n'a finalement jamais eu un support commercial fort derrière elle. Se diversifier, oui, dans quoi? Dans des produits dérivés, des choses comme ça, peut-être. Mais je crois que je n'ai pas la stature et l'équipement pour arriver à commercialiser d'autres produits. Donc si vous voulez, j'ai eu la réaction inverse en justement centralisant la chose sur la tapisserie contemporaine, donc qui a toujours été l'activité, mais en étant encore plus proche du noyau dur, si vous voulez. La manufacture des fuses dépend du groupe Pinton à Felletin. Depuis 1992, un atelier de tufte a été créé pour relancer l'activité. Son coût largement inférieur permet de préserver des emplois sans concurrencer la tapisserie. Ça apporte une relance de l'activité de la manufacture. Deuxièmement, ça permet d'employer à poids la teinturerie. Et ça permet, compte tenu de la grande diffusion des qualités en tuft, ou point d'Asie comme on l'appelle, une rediffusion du nom d'Aubusson. Et bon, ça ne concurrence pas la tapisserie. C'est un produit semi-mécanique, tout le monde le sait. C'est plutôt des commandes utilitaires. De l'artistique, on en fait, mais enfin, très peu. Vous avez l'aéronautique, vous avez les hôtels, et puis le particulier, évidemment. Ça relance une activité qui est en sommeil. On doit travailler tous ensemble et former un bloc pour le bassin d'Aubusson-Felletin, c'est clair. Alors, la réputation de la tapisserie d'Aubusson est énorme et c'est vrai que comparé aux chiffres que vous venez de nous donner, une quinzaine d'entreprises, moins de 100 personnes qui travaillent de la tapisserie, on se dit effectivement c'est peut-être une industrie qui est un peu moribonde. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau des professionnels ou au niveau des gens qui sont directement concernés par la tapisserie pour essayer de relancer les choses? Il y a eu la création d'un comité de la tapisserie, mais on a appris qu'il y avait en fait deux syndicats. Il y a le syndicat des fabricants de tapis de tapisserie d'art de la région d'Aubusson. Il y a le syndicat des métiers du tapis de la tapisserie d'Aubusson et de la Haute-Marche. Alors ça fait beaucoup de structures pour finalement très peu de monde. Est-ce que tout le monde va dans le même sens? Comment ça se passe? Ça a l'air un peu compliqué tout ça. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais enfin, les gens sont différents, tout le monde ne veut pas forcément aller dans le même sens. Mais bon, c'est vrai, comme vous dites, il y a peu de gens, il y a peu d'entreprises, et je crois que de toute façon, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on ait une action commune, il faut qu'on tente des choses, parce que à moins d'un miracle, c'est voué à l'échec, ou alors ça va être, il va rester 2-3 personnes ça va être un peu le patrimoine local, l'animation. Ça va devenir du folklore. Ça va devenir du folklore un petit peu, oui. Donc là, c'est à nous, il faut absolument qu'on s'entende et qu'on essaye de tenter des choses. Alors ça veut dire quoi, tenter des choses? Ça veut dire, je sais pas, moi, c'est là où les opinions diverses un petit peu, parce que ça peut être... Moi, je pense qu'il faut déjà faire pas mal de communication. Il y a un problème de créativité, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui s'intéressent à la tapisserie, c'est vrai, mais je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, on fait de la communication, d'abord, on essaye de diffuser un petit peu notre métier, d'intéresser les gens, et peut-être qu'après, il faut espérer qu'il y ait des artistes qui viennent, qu'il y ait des retombées, et des artistes qui viennent s'intéresser à notre métier. Parce que le fait de trouver des artistes et financer des tissages par des fonds publics, moi, je ne pense pas que ce soit vraiment une solution. Ça, c'est pas une solution, parce que on va être, encore une fois, ça va être de l'assistanat, et je ne sais pas si ça va nous sortir de... Alors, Madame Mathias, vous n'êtes pas directement dans le milieu professionnel. Depuis votre poste au musée de la tapisserie, comment vous voyez cette situation au niveau de la profession sur Aubusson et sur Felletin? Oui, en fait, je ne pense pas que ça aille de mieux en mieux, malheureusement. C'est ce que je peux dire, mais je crois aussi qu'il faut peut-être essayer d'avoir une autre optique sur le métier, peut-être essayer d'élargir. Quand je vois des entreprises qui diversifient, je pense que c'est un bon moyen de financer
la tapisserie par le tuft. Alors le tuft, c'est ce qu'on a vu, donc Oui. ça consiste à quoi? Le spécialiste va nous expliquer. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du tuft. J'ai Oui, vu mais ça le une fois. spécialiste de la tapisserie va nous expliquer la différence. C'est une projection de laine par pistolet sur une toile enduite de colle. J'en sais pas plus que ça, à vrai dire. Oui, d'accord. Enfin, on l'a bien vu hein, dans le reportage, c'est mécanique et pas manuel comme la tapisserie. C'est semi-mécanique, voilà. D'accord. Donc on parlait de la diversification. Oui, la diversification est probablement une possibilité. Et puis il y a une autre possibilité qui est d'essayer d'intéresser par exemple des architectes et des architectes d'intérieur. Je crois que c'est un problème qui a déjà été débattu et sur lequel il faudrait pouvoir avancer sans doute. Et puis il y a le fait que la tapisserie n'est quand même... Enfin, il y a plusieurs utilisations possibles également. Et il y a eu des essais qui ont été tentés de tapisserie de siège. C'est une voie de travail qui a été abandonnée finalement depuis le renouveau de la tapisserie, depuis l'URSSA. Donc c'est une voie neuve. Il y a probablement aussi quelques essais, quelques tentatives à faire qui peuvent aboutir à des éditions limitées ou à d'autres choses. Tout à l'heure, on entendait Madame Lursa nous dire qu'aujourd'hui, chacun est beaucoup trop individualiste et qu'il n'y a pas grand monde pour défendre la tapisserie. C'est aussi votre sentiment? Non. Je crois au contraire qu'il y a beaucoup de monde pour défendre la tapisserie. Et je pense qu'on n'est pas plus individualiste maintenant qu'on l'était à l'époque de l'URSSA. Seulement l'URSSA était une personnalité très forte et très fédérateur. Et tous les conflits s'effaçaient quand il parlait. Et c'est un petit peu peut-être ça aussi qui manque maintenant. C'est-à-dire que ces conflits qui peuvent exister entre les entreprises, c'est nouveau, c'est ancien? Non, pas du tout, ça a toujours été le cas, bien entendu. Et c'est pas une chose qui est propre à la tapisserie, je crois que c'est comme ça dans toutes les professions. On se trouve en compétition et c'est normal que ça se passe comme ça. Alors, comment, quand on est étudiante dans une école comme l'école d'art décoratif d'Aubusson, donc on se destine à travailler dans la tapisserie, on voit un petit peu ces questions de crise. Est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Et comment vous voyez votre avenir, quoi? Tout à fait, oui. Enfin, moi, je me sens beaucoup concernée par tout ce qui peut se passer sur Aubusson, même à l'intérieur de l'école. Parce que nous, on travaille en première année. Par exemple, on a un apprentissage de la technique, ouais. Et on a 2 ans ensuite d'application, en fait, de tout l'acquis de la première année. Donc, c'est tout à fait dans la... Enfin, je ne sais pas si Bernard est d'accord avec moi, mais aussi son optique de travail. Donc, s'il n'y a pas d'ouverture pour nous en sortant, je vois pas ce qu'on peut faire, quoi. Ouais. Et là, en ce moment, c'est vrai que c'est le... C'est-à-dire que vous destineriez à quoi après l'école? Vous chercherez un travail dans les entreprises du coin? Vous voudriez vous installer comme huissier? Non, plutôt m'installer, oui. Ouais. Et alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est cette situation? Comment vous en parlez à l'école? Moi, c'est un petit peu différent, puisqu'en Ouais. restauration, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de débouchés, quoi. Alors, vous nous expliquez, vous apprenez quoi à l'école? La restauration de tapisserie. Donc, vous travailleriez pour des musées, des choses comme ça? Enfin, moi, je serais plutôt tentée pour travailler pour un atelier privé. Oui. Mais pour que quelques mois, quelques années, pour après faire autre chose. Et alors, les gens qui sont dans l'école d'Aubusson, les étudiants qui viennent dans cette école, ils viennent d'où? Par exemple, vous venez d'où? Vous êtes d'Aubusson? Vous êtes de famille de lycée? Ah non, moi, je viens de Nantes. J'ai aucune famille, personne de ma famille est dans la tapisserie. Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Bah parce que j'aime le textile, puis parce qu'il n'y a qu'Aubusson pour faire ça, quoi, pour la tapisserie. Et vous? Moi, je viens de Montluçon. Et Pas d'antécédents familiaux dans la tapisserie? Aucun. Je suis venue à Aubusson parce que c'était une école nationale d'art décoratif, Oui. avec une spécialité en tapisserie et toute une formation de teinture, de couleur, de dessin. Donc, D'accord. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller dans les murs de votre école, de découvrir un petit peu cette école qui est, il faut bien le dire, sans doute une des plus petites écoles d'art décoratif de France. Il y a moins de 30 élèves ou une trentaine d'élèves, 30 élèves qui se forment pour assurer la relève. L'École nationale d'art décoratif d'Aubusson propose depuis 1991 2 diplômes. Une capacité aux arts et techniques de la tapisserie qui correspond à un niveau CAP-BEP et un brevet des métiers d'art de niveau bac professionnel.
L'élève doit se prendre en charge pour arriver à un degré de maturité qui lui permettra d'être indépendant, tant au niveau technique qu'artistique. Les élèves sont donc souvent en contact direct avec des professionnels. L'école est très liée à la profession. Comme la profession, d'ailleurs, est liée à l'école. On ne peut absolument pas former des gens dans cette profession s'il n'y a pas une relation directe avec les professionnels. L'école attend de la part des professionnels donc ce complément de formation, puisqu'il y a la formation en industrie ou la formation en atelier, que l'élève se rende compte parfaitement des contraintes qui sont celles qui les attendent. Ont besoin de savoir aussi comment gérer une entreprise, un atelier, comment il est possible professionnellement de s'en sortir. Non seulement comme ouvrier, mais éventuellement comme patron. Ouais, c'est un bagage. C'est plutôt un bagage. C'est quelque chose qui va me servir pour faire de la décoration ou même de l'art pur. Ce sera toujours quelque chose d'acquis. Enfin, je ne me vois pas travailler dans un atelier. Je ne pense pas que j'ai besoin de toucher un peu tout. Je ne pense pas que je puisse rester 8 heures sur un métier à copier un carton, empiler de la laine. Quelles sont les retombées de la crise sur l'école? Les retombées sont de deux ordres. L'une qui consiste à avoir un recrutement plus faible que nous devrions avoir, puisque à partir du moment où les élèves n'ont pas forcément de débouchés précis dans la profession, ils y regardent à deux fois. Donc seuls les purs et durs, je dirais, s'investissent dans cette formation. La deuxième retombée, c'est la vie même de l'école, puisqu'une école sans élèves ne peut pas exister. Tu sais qu'il y a une petite crise en ce moment de la tapisserie, ça bouge beaucoup. Je sais, oui, et je n'ai pas choisi ce métier pour l'argent, ça c'est net. Mais ça ne me fait pas peur, je pense que quand on aime quelque chose, on peut aller jusqu'au bout. Quand on aime vraiment, je pense que ça ne doit pas poser de problème. Faut savoir chercher, et puis il faut savoir aussi être, non pas le meilleur, mais je pense que quand on connaît suffisamment bien son métier, on est capable de trouver de la place. Ça ne me fait pas trop peur. Je ne préfère pas y penser. Voilà. Alors, elle préfère ne pas trop y penser. Vous, Bernard Petit, qui êtes installé depuis 7 ans, quand vous entendez cette élève ou quand vous entendez Carole ou Sylvie nous parler un petit peu de ce qu'elles veulent faire plus tard, vous les encouragez, quels conseils vous leur donneriez? Des conseils, je ne sais pas, je les encourage, oui, bien sûr. Ouais. C'est sûr qu'ils arrivent dans une période qui n'est pas vraiment évidente. C'est sûr qu'ils doivent se poser des questions, savoir ce qu'ils vont faire à la sortie, ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais bon, il faut y croire, on va s'en sortir. Et vous, Madame Mathias, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, ça m'a réconforté de voir une élève avec un tel tonus. Et puis, je suis un petit peu de son avis, à savoir que quand on aime vraiment quelque chose et qu'on a envie de le faire, on y arrive. Et alors vous, donc, qu'est-ce que vous... Ah, mais moi, je suis d'accord avec Sonia, ça c'est sûr. Ça donne du dynamisme, ça aide, c'est sûr. Et alors, si on a bien compris ce que disait monsieur Juillet, là, le directeur de l'école, bon, il n'a pas beaucoup d'effectifs, ça veut dire que c'est une école qui peut éventuellement être amenée à se fermer un jour, ou c'est... L'avenir de l'école n'est pas assuré. Mais écoutez, en tout cas, on se battra pour que ça ne ferme pas, c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Bien écoutez, je vous remercie d'avoir évoqué avec nous la situation de la tapisserie, une situation donc pas florissante, mais enfin manifestement, il reste des gens qui aiment la tapisserie, qui ont envie de faire que ça ne s'arrête pas là. Pour terminer sur la tapisserie, nous vous conseillons d'aller visiter l'exposition qu'organise actuellement le musée départemental de la tapisserie, donc à Aubusson, votre musée, madame. C'est une exposition de cartons et de tapisserie de Jean Lursa. C'est une exposition qui est ouverte jusqu'au 18 juin. Changement de décor complet maintenant, puisque de l'atelier du lycée, on va se retrouver en plein cœur du plateau, au bord d'une rivière, la Diège, à Sornac.
À Sornac, comme dans pas mal de communes du plateau, il y a un centre pour handicapés. En l'occurrence, il s'agit du foyer occupationnel des Tamaris, des établissements spécialisés qui emploient beaucoup de monde, mais dont bien souvent on préfère ignorer les occupants. À Sornac, Petrus Wolf, qui est éducateur, a monté avec certains des pensionnaires de son établissement un atelier pédagogique dont l'activité consiste à nettoyer les bords de la Diège. C'est là que nous sommes allés avec eux passer un après-midi. Voilà, on monte vers en haut. Chaque semaine, ils sont ainsi un petit groupe à quitter le foyer occupationnel des Tamaris de Sornac. Cet après-midi-là, les volontaires sont Samir, Jean-Michel, Bernard, Denis, Christian, Robert, 6 résidents du foyer, 6 adultes handicapés mentaux, à pratiquer hors des murs de l'Institut ce que leur éducateur a baptisé l'atelier rivière. Quelques outils, une paire de bottes, les abords herbeux d'un cours d'eau, la pleine nature. Robert, Samir et les autres ont appris à devenir les jardiniers débroussailleurs de la Diège. L'atelier consiste à aménager les bords de la rivière. Travaux de débroussaillage, de nettoyage, d'élagage. Il s'agit d'enlever les arbres morts, les racines, toute cette végétation qui est venue progressivement envahir et obstruer le lit de la rivière avec la désertification de la région et la disparition des packages de troupeaux. Une végétation qui menace l'écosystème du cours d'eau. Sur les bords de la Diège, chacun s'affaire et travaille à son rythme. Pas de préoccupation de production ou de rentabilité. Le travail a un but avant tout éducatif. Attention. Ça y est. Derrière. Venez, Robert. Mais ce travail a été très difficile à faire passer déjà au niveau de l'établissement, puisque bon, c'est vrai qu'on a des résidents avec des difficultés moteurs assez importantes, donc on me disait que jamais je pourrais y arriver. Au niveau du travail aussi, du matériel à employer, on me décourageait déjà un peu au départ, mais j'ai jamais lâché prise. Au niveau de la commune aussi, enfin, et de l'APP locale, là aussi, j'ai été pas mal contré par des gens qui voyaient d'un très mauvais œil ce nettoyage de rivière. Ben, de mauvais œil parce que tout simplement, ça allait amener du tourisme, beaucoup de monde, et bien sûr, ça enlevait du poisson à ceux qui... qui avaient envie d'en attraper beaucoup, alors que je crois que le problème n'était pas là, puisqu'il n'y avait plus rien pratiquement dans la rivière, et il fallait reprendre le problème différemment. Tu peux nous présenter l'atelier, comment ça s'appelle? Atelier nature et environnement. Et alors c'est quoi? C'est un atelier, on va dans la rivière, on nettoie les rivières, on enlève les branches, après les branches on les fait brûler. Et ça sert à quoi à ton avis? Là. De faire tout ça. C'est pour quoi faire? Pour la nature. Pour qu'elle soit belle, pour nettoyer? Pour avoir une belle nature. Et alors toi, c'est quoi ton travail précisément quand tu viens là? C'est de couper les branches en hauteur. Tu prends quel outil? Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Coupe la branche. Ça concerne les deux différents résidents qu'on arrive à recevoir dans l'institution, c'est-à-dire je ne veux pas dire les échecs, mais ceux qui n'ont pas pu s'adapter à une vie de CAT, et ceux qui viennent d'hôpitaux psychiatriques qui ont besoin, eux aussi, d'aller toujours en avant, de ne pas s'encrouter au sein d'un établissement et leur faire voir autre chose, même les difficultés qu'ils sont obligés de franchir. Les objectifs de l'atelier, l'entretien psychomoteur, leur donner la possibilité d'apprendre par des gestes de travail simples, empiler des branches, acquérir des repères spatio-temporels, savoir distinguer les saisons, savoir s'arrêter de parler pour écouter le silence. Et puis alors, tout le côté vie avec la commune, c'est-à-dire les gens, les habitants de la commune avec qui on a une relation maintenant totalement différente, puisque
ils voient les résidents à travers leurs activités, bon, c'est-à-dire ce qu'ils arrivent à faire au bord de la rivière. Ils sont quand même utiles, ils ne sont plus des inutiles, c'est-à-dire des bouches à nourrir et puis c'est tout, comme on entend dire des fois, mais tout simplement des gens qui vivent dans une commune et qui participent à cette vie par leur travail. Bernard donc fait partie des résidents qui ont le plus de difficultés. Ça fait pas longtemps qu'il est avec moi. Il a choisi donc cet atelier. Pourquoi je n'ai pas très bien compris encore. Certainement peut-être ma personnalité, je ne sais pas. Mais bon, il a beaucoup de difficultés moteurs et donc on est obligé de l'aider. Et comme ça fait partie d'un des objectifs de l'atelier, automatiquement, je l'ai accepté et je l'aide comme je peux avec tout ce que ça comporte. Et puis il y a Christian qui lui est juste à la découverte de ce nouvel atelier puisqu'il vient d'arriver dans l'institution et lui a envie justement de participer, de faire. Mais je crois sans vraiment un objectif bien précis. Alors il y a par exemple Robert qui lui est ce qui fait partie des, enfin c'est un mot que j'aime pas bien employer, mais qui fait partie des bons niveaux et qui lui a choisi l'atelier, je pense, pour son objectif à lui, le retour en CAT. Jean-Michel, lui, ressemblerait un peu peut-être à Robert, cette envie peut-être aussi d'aller un peu plus loin, de réussir autre chose, justement donc de se réintroduire dans le milieu du travail. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? La rivière, la rivière c'est pas toi, la rivière c'est la nature, les oiseaux chauds, c'est bien. C'est d'être dans la nature? Oui. Tu préfères ça à être en intérieur? Oui. Parce qu'en intérieur, c'est comment? Quand tu travailles à l'intérieur, un atelier intérieur? Ça fait trop de bruit, c'est trop bruyant, ça fait trop de bruit. L'atelier rivière du foyer des Tamaris existe maintenant depuis 4 ans. 7 km de rivière ont déjà ainsi été aménagés. Quand sur le plateau on entend un hélicoptère, on se dit tiens, les militaires de la Courtine sont de sortie. Eh bien, il n'y a pas que les militaires qui sillonnent le ciel du plateau. Il y a aussi le service d'entretien des lignes d'EDF. Car à défaut de les enterrer, ce qui arrivera peut-être un jour, c'est vrai que tous ces pylônes, ce n'est pas très très beau, les lignes à haute tension continuent à nous passer par-dessus la tête. Et d'où l'utilisation de l'hélicoptère. C'est près du Monteil-au-Vicomte, en Creuse, que nous avons retrouvé ces électriciens du ciel. Regardez Simon, attends, le casque, je vais prendre que celui-là. Je prends celui derrière. Côté vieux câble, c'est pareil? Beaucoup moins, ça porte beaucoup moins. Ok, c'est bon. L'hélicoptère est un des outils fréquemment utilisés par EDF pour la surveillance et l'entretien des lignes à haute et très haute tension du réseau. L'équipe Ligne du groupe Exploitation Transport Limousin a ainsi en charge 2500 km de lignes sur les départements de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Creuse, mais aussi dans le Cher, l'Allier, l'Indre et la Charente. Il reste une quinzaine de mètres, donc c'est peut-être bon, on va voir. Oui, bien reçu. Cette fois-ci, l'intervention consiste à remplacer un câble de garde sur un tronçon de ligne de 14 km traversant les communes creusoises de Monteil-au-Vicomte, Saint-Pierre-Bellevue, Soubrebeau, Saint-Hilaire-le-Château et Vidaïa. Le câble de garde rouillé daté de 1940 et ne remplit plus son rôle protecteur contre la foudre. La ligne, d'une centaine de kilomètres, transporte une partie de l'énergie produite par les centrales hydrauliques du Massif central. Au sol, l'équipe, une dizaine de personnes, s'affaire autour de la dérouleuse. L'intervention de l'hélicoptère est rapide et ne dure que 40 minutes pour mettre en place 3 km de câble. Amarré à l'hélicoptère, un système de contrepoids pour maintenir le câble.
L'hélicoptère s'approche de chaque pylône, positionne le câble à remplacer dans une pièce spéciale prévue pour recevoir le câble en tête du pylône, hein, et le guide à 20 ou 30 cm près pour la positionner dans une gorge de petite poulie, une poulie qui fait en gros 3 cm de large, quoi. Alors vous voyez un peu la dextérité du pilote. À bord de l'hélicoptère, un technicien pour guider le pilote au-dessus de chaque pylône. Disons que la topographie du terrain n'est pas facile d'accès. Tous les pylônes sont soit dans les champs, au milieu des marécages, dans les forêts, et c'est toujours très difficile d'accès. Alors l'hélicoptère nous prend le câble à une extrémité et le déroule pour nous, tout simplement. C'est un gain de temps, un gain de fatigue pour les agents, surtout en temps et en gêne pour les riverains. Ça nous demande beaucoup de concentration entre le moment où on a accroché le câble et le moment où on le lâche. Il faut être vigilant parce que chaque déplacement de l'hélico est important, compte tenu que au fur et à mesure que l'on avance, au fur et à mesure que l'on passe les pylônes, la longueur de câble derrière tend un petit peu à nous retenir, donc il faut être assez concentré. Oui, bien reçu, on t'attend ici. On a déroulé 3 km de câble et ma foi, bon, la préparation était importante, donc là on a pu constater qu'elle était parfaite puisqu'on n'a pas eu de point d'arrêt sur les pylônes et que le déroulage s'est déroulé très très bien. Il y a une tension nerveuse qui est importante parce qu'on est en liaison radio avec la personne qui est au touré de câble, avec le chef de chantier et avec le lignard qui nous guide. Coupure de brins de câble due au coup de feu des orages, isolateurs défectueux ou problèmes liés à la végétation, l'hélicoptère d'EDF, basé à Cahors, intervient surtout pour la surveillance des lignes et effectue ainsi 2 fois par an des visites de reconnaissance en Limousin. Généralement, c'est les visites de ligne, c'est-à-dire qu'on surveille le réseau, l'ensemble de notre réseau limousin, en gros 2 fois dans l'année. Normalement, on essaye de visiter le réseau, 2500 km de réseau, 2 fois dans l'année. Bon, ensuite, il y a les visites de thermovision, c'est-à-dire qu'on vérifie chaque liaison de câbles, voir s'il y a des échauffements particuliers, etc. Et ensuite, les travaux spéciaux, donc déroulage de câbles, et très marginalement des interventions héliportées, c'est-à-dire qu'on accroche une nacelle sous l'hélicoptère et une équipe de monteurs s'approche des conducteurs pour les réparer éventuellement. Gain de sécurité pour les agents EDF, moins de fatigue. L'utilisation de l'hélicoptère est une technique certes plus coûteuse, mais qui permet surtout d'exécuter rapidement des travaux qui sinon demanderaient plusieurs jours. Le syndicat mixte 1000 vaches en Limousin avance à tout petits pas. Le syndicat mixte 1000 vaches en Limousin, qui devrait regrouper l'ensemble des communes du plateau de 1000 vaches pour mener à bien différents programmes de développement et pour poursuivre la réflexion sur le projet de parc naturel régional, n'avance effectivement pas très vite. Vous vous souvenez, il y a 2 mois, nous avions montré la carte des communes qui adhéraient et de celles qui n'adhéraient pas au parc. On va retrouver cette carte aujourd'hui. Les communes en bleu, ce sont celles qui n'adhèrent pas. Les communes en rouge, ce sont celles qui adhèrent. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 70 communes qui adhèrent, dont, adhésion symbolique, la commune de 1000 vaches. Mais la création du syndicat mixte est pour l'instant bloquée, le préfet de la Corrèze refusant d'enregistrer les statuts tant que toutes les communes ne se sont pas prononcées. Ce syndicat mixte donc a comme objet, entre autres, de poursuivre la réflexion sur le parc naturel régional, une réflexion qu'alimente ce mois-ci la Fédération régionale des CIVAM en diffusant ce film, un film qui s'appelle 1000 vaches en Limousin, propos, et qui raconte ce que pourrait être un parc naturel régional sur le plateau de 1000 vaches. C'est une cassette qui est diffusée gratuitement à toutes les mairies, à toutes les associations qui en font la demande. Vous pouvez la demander à l'adresse qui va s'inscrire sur cet écran. Et si vous êtes un particulier et que vous voulez quand même vous la procurer, il vous en coûtera 100 francs. Voici maintenant quelques nouvelles brèves.
12 km de route à aménager, des travaux qui permettront d'améliorer la liaison Corrèze-Haute-Vienne par Trégnac, la départementale 940, et Buja, la départementale 979, avaient en raison des pluies de cet hiver pris plus de 3 mois de retard. Le mois dernier, avec le retour du beau temps, les engins des entreprises de terrassement ont repris leur travail. Ce qui est fait, bien sûr, c'est tout ce qui est le décapage, l'abattage des hêtres. Maintenant, nous en sommes donc au terrassement et au remblaiement pour certains secteurs, comme vous voyez ici. Il y a un remblai très important. Des remblais importants, car l'une des difficultés de ce chantier, c'est l'eau, l'humidité des tourbières. Et 50 000 mètres cubes de terre tourbeuse doivent être enlevés afin d'asseoir les remblais. Commencé au début du mois de novembre dernier, cet important chantier qui désenclave le canton de Trégnac et de Buja devrait normalement s'achever début septembre. Début mai, tout le 940 sera réouvert à la circulation, tout le RD 940. Et par contre, le RD 979, lui, sera fermé jusqu'à fin août. En principe, ce chantier va être terminé fin août, mais il faut bien savoir que les nuisances des automobilistes les plus importantes s'arrêteront fin mai, puisque le C940 sera réouvert à la circulation. Et bien sûr, il ne pouvait pas en être autrement, puisque au niveau touristique, il y a beaucoup de touristes qui viennent par cette route qui est La Châtre, Guéret, Tulle. Il y aura encore une déviation concernant le CD 979, c'est-à-dire que les automobilistes viendront d'Émoutier à Saint-Hilaire-les-Courbes et il y aura une déviation donc, pour remonter sur Vian et Buja. Pour ce chantier, qui constitue le dernier maillon de l'axe Ussel-Mémac-Buja-Émoutier, un axe routier dit d'intérêt régional, surnommé la route du bois, parce qu'il relie le massif forestier corrézien à Limoges et à la grosse usine papetière au Cédaré de Saya, 550 hêtres ont été sacrifiés. La route porte bien son nom. Grâce à sa formule d'activité éducative, baptisée classe d'initiation artistique, le Centre d'art contemporain de Mémac ouvre désormais ses portes depuis maintenant presque un an aux scolaires. Ainsi, le mois dernier, un groupe d'adolescents de Paris investissait avec enthousiasme l'espace muséal. Une classe dite difficile, des jeunes, nous expliquent leurs professeurs, qui sont en situation d'échec scolaire. On m'a proposé d'aller au centre d'art, comment ça s'appelle, contemporain. Ensuite, on m'a proposé de faire quelques dessins, de voir des tableaux faits par un artiste nommé Armleder, jeune. Et on a discuté avec lui, on a parlé de ses œuvres, à quoi correspondait, quel était son style, à quoi correspondait-elle, et son origine, d'où il venait, on a discuté avec lui. Et les lignes blanches et vertes, parce que sont là, le penche autrement, on a une autre vision de ce plan-là. L'art moderne, c'est très bizarre, moi je pense. Il n'y a aucune... C'est d'une facilité extrême. Il suffit de prendre quelque chose et faire un... Comme cet art. Voilà. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est il faut avoir l'idée déjà. Il faut avoir l'ambition. Il faut avoir... C'est des tas d'idées là. Un petit peu n'importe quoi parce que il n'y a que l'artiste en lui-même qui peut comprendre ce qu'il fait. C'est pour nous c'est facile à faire, c'est un petit peu n'importe quoi, mais pour certaines personnes qui comprennent l'art, ils arrivent à comprendre. Bah, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui est un petit peu philosophe, ou bien qui a une certaine façon de réfléchir. Bon, je suis pas artiste, mais ça me plaît. Au Centre d'art contemporain de l'île de Vassivière, on propose des activités éducatives depuis la création du centre en 1989. Le centre accueille ainsi chaque année près de 3000 scolaires des écoles de la région du Limousin et d'ailleurs. Mais ici, on est très loin des cimaises d'un musée traditionnel. C'est dans le parc et ses sculptures intégrées au paysage que l'on apprend à faire l'école buissonnière à la rencontre de l'eau, du lac, du ciel, du vent dans les arbres, des pierres. Alors forcément,
les travaux que réalisent les enfants, comme ici en compagnie de l'artiste Roland Cognier, parlent de nature. Ils ont les couleurs de la terre, les formes, les matières de la nature. Par exemple, ils peuvent créer des silhouettes sur le sol avec des éléments qu'ils vont trouver. Donc un enfant qui choisira des pierres et qui remplira, qui délimitera sa silhouette au sol avec des pierres, voit évidemment son être de façon différente qu'un enfant qui utilisera par exemple de la mousse pour se représenter ou qui combinera de la mousse et des branchages. Donc en fait, à chaque fois, l'enfant se situe dans l'espace et par les matériaux et la façon dont il les travaille, dont il les installe dans l'espace. Je dirais la vue globale que l'on peut avoir sur ces œuvres qui se télescopent peut poser problème. Mais au-delà du télescopage, je dirais que ça permet aussi une lecture. C'est-à-dire, par exemple, Une réunion bilan avec les enseignants et les équipes pédagogiques de la région. Donc moi j'ai une classe de moyen et grand maternel à Limoges et je suis venue l'année dernière, 3 fois dans l'année, une fois en novembre, en automne, une fois au printemps et 3 jours au mois de mai. Et donc on a travaillé sur les matériaux, l'environnement de la civière qui est très riche et les enfants ont gardé des souvenirs de couleurs, de formes qu'ils utilisent encore, puisque je revois encore leurs parents, puisque j'ai encore des petits frères, petites sœurs derrière, qui me disent qu'on revient à la civière, on emmène papa, maman, et ils regardent beaucoup les couleurs de la nature, les couleurs des arbres, des sols, des sables. Je crois que ça a été très bénéfique pour eux. Non, il n'est pas question que les enfants deviennent tous des artistes, mais simplement de les sensibiliser à la création, sensibiliser à l'acte créatif et aussi à la création des autres, c'est-à-dire pouvoir comprendre à la fois par une pratique et par un regard, qu'on essaie donc de leur apporter un certain regard, et par ces travaux qu'ils vont faire ici, par les expériences qu'ils vont pouvoir vivre ici, comprendre ce que peut être, enfin comprendre en partie, comprendre... Oui, être sensibilisé à la démarche d'un artiste. Everybody's ready? Yes. Yes, okay. Of course. Very good. Yes, sir. Before talking about school in the old days, perhaps we could try and explain what we've been doing this week, if you can remember. Janine? À l'école, j'étais tout à fait nulle en anglais, donc j'ai de très mauvaises bases. Et puis, une fois, je me suis aperçue en plein Limoges qu'il y avait un Anglais qui me posait une question complètement idiote et j'arrivais même pas à lui répondre, alors qu'il ne parlait pas du tout français. Bon, je me suis dit, il faudrait quand même peut-être essayer d'acquérir un minimum, et c'est surtout en vocabulaire que ça manque. Et là, c'est vrai que ça fait revenir en mémoire ce qu'on a appris un peu à l'école, bon, même si on n'arrive pas à le mettre dans une phrase correcte, quoi. Enfin, ça décrasse un peu, quoi. Françoise, Evelyne, Janine, Noël et Chantal font partie de l'association Arc-en-Ciel à Ned. Chaque jeudi soir, elles ont pris l'habitude de se réunir pour une soirée de conversation anglaise. Do it yourself. Mike Evans, le professeur de ce cours du soir, est anglais et s'est installé dans la région il y a une vingtaine d'années. On a commencé, on était combien? 3, 4, puis 5, puis voilà, puis 6. Je crois qu'on est à 6 pour l'instant. Peut-être 7. Bon, on ne fait pas de grammaire, sauf quand il y a quelque chose de spécial à nous dire, quoi. Dans les conjugaisons, les choses comme ça. Mais sinon, c'est la conversation, c'est pour pouvoir savoir un petit peu parler, un petit peu mieux. C'est chaque fois différent. Puis c'est justement toujours ludique, c'est jamais scolaire. C'est toujours... D'abord, c'est toujours un moyen de s'amuser. Alors, un jour, on traduit des contes de fées en anglais, on raconte un conte de fées en anglais, ou on regarde des diapos, on les commente, ou on énumère le vocabulaire, on regarde des films en VO et on essaye aussi de les traduire en français. Et puis ce soir-là, même la chicorée, le service de tasse, prend des allures de thé et de dînette anglaise.
pour cet espace libre, un livre et de la danse. Le livre, c'est celui de Marie-France Oudard-Morizot, qui est ce soir avec nous. Ça s'appelle « Paysans du Limousin » et c'est publié aux éditions Horvath. Alors, Marie-France Oudard, est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter? Eh bien écoutez, j'ai écrit Paysans du Limousin, mais je ne suis ni limousine ni paysanne. J'habite à la Mazère-Basse en Corrèze, où nous nous sommes installés avec mon mari depuis 20 ans et où nous avons créé une entreprise de construction de maisons en bois, en rondins brut de Mélèze avec du bois de pays. Ce qui fait que je connais le pays depuis 20 ans pour l'avoir habité, pour y avoir travaillé, pour y avoir donc élevé mes enfants qui sont maintenant grands. Et en fait, on m'a demandé d'écrire ce livre et au début, je me suis dit, pourquoi pas? En fait, ce qui m'a décidé... Pourquoi on vous a demandé d'écrire ce livre? Vous êtes une historienne, vous êtes... Oui, je suis sociologue, enfin, ethnologue, sociologue, enfin, c'est à peu près pareil. Mais je n'avais jamais travaillé vraiment sur le Limousin, à part un article que j'avais fait avec une équipe de Limoges, et où on m'avait demandé justement de raconter mon expérience d'une personne qui est de néo-ruraux, disons, pour dire le mot, de quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui s'est installé en Limousin. Donc j'avais un petit peu travaillé là-dessus, parce que donc, au cours de ces 20 années, il y avait pas mal de choses que je ne comprenais pas bien, ou des choses qui s'étaient incertaines. J'avais senti des fois une certaine tension entre les gens du pays et les gens qui venaient de s'installer. Donc j'avais essayé de faire un petit peu quelque chose. Et puis ça m'avait laissé un sentiment un peu à la l'aise. À la fois j'aimais beaucoup ce pays, mais il y a des choses que je ne comprenais pas, parce que moi je viens du Nord-Est. Il y a des choses qui sont vraiment tellement différentes que quand en fait on m'a demandé d'écrire ce livre, je me suis dit peut-être ça va être une occasion justement d'essayer de comprendre, d'étudier, de lire beaucoup de choses, de réfléchir et d'essayer de comprendre. Alors, on va dire un petit peu ce qu'il y a dans ce livre. Ce livre, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre d'histoire? C'est un livre d'histoire, oui, mais je ne suis pas vraiment historienne. C'est un livre d'ethnologie aussi. Là, je suis ethnologue, oui. Mais donc, il y a une première partie qui part donc de la préhistoire jusqu'à nos jours, hein, avec préhistoire, Gaule romaine, Moyen-Âge, temps moderne, etc. On passe tout en revue. Hein. Et ensuite, une deuxième partie où on aborde certains thèmes. Donc, certains thèmes, vous allez trouver dedans de la vie à la mort, le travail de l'homme, de la femme, de l'enfant, les fêtes, la religion, l'habillement, les traditions, etc. Mais ce qui m'intéressait, ça a été de relier la partie ethnologique à la partie historique, ou plutôt d'essayer d'expliquer la partie ethnologique par l'histoire. Et la partie ethnologique, surtout les comportements qui étaient ceux du Limousin jusqu'à 1950, 60, quoi. Alors, justement, maintenant, vous avez fait ce livre. Est-ce que ça vous a permis de comprendre un certain nombre de choses, et quoi? Oui, je crois que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Par exemple? Bon, par exemple, moi, j'avais toujours senti qu'il y avait en Limousin à la fois un amour très très fort pour le pays, et à la fois un besoin, comme viscéral, de le quitter, mais aussi de revenir. Donc ça, je ne comprenais pas très bien. Moi, en Lorraine, les gens, quand ils partent et puis ils ne reviennent plus. Alors, comment vous avez... Il y avait ça, puis il y a aussi, aussi une très très forte, comment dire, solidarité sociale. Une très très forte, des règles sociales très fortes. Disons que ceux qui ne font pas comme ça doit se faire sont un petit peu mis à part. Donc ça aussi, je ne le comprenais pas très bien. Donc, bon, alors, vous avez trouvé une explication? Une explication, il ne faut pas être trop prétentieux, mais moi je pense que le Limousin, c'est un pays qui a très peu intéressé le monde. Il a très peu été peuplé, à l'époque paléolithique, il a très peu été peuplé. Au néolithique, il a été peuplé très tard. C'est-à-dire que les envahisseurs qui venaient de l'Est, du Nord-Est, ils faisaient comme ça, puis ils le contournaient. Et ceux qui venaient du Sud, c'est pareil. Ils montaient et ils contournaient. Ce qui fait que c'est un pays, pauvre, aride, assez froid, pluvieux, etc., qui n'a pas tellement intéressé les gens. Quand César a conquis la Gaule, il n'est pas tellement venu en Limousin. Hein. Donc la colonisation romaine n'a pas été très très forte. Ensuite, au temps du Moyen-Âge, il y a eu comme partout des seigneurs, mais c'était des seigneurs pas tellement riches, pas des gros domaines, pas des gros seigneurs. Ce qui fait que très tôt, il s'est constitué une propriété paysanne. Oui, alors vous dites par exemple qu'avant la Révolution française, la majorité des paysans étaient propriétaires de quelque chose.
la majorité des paysans étaient propriétaires de quelque chose et plus de la moitié des terres étaient appropriées par des paysans. Seulement, ils étaient propriétaires mais d'un petit lopin, mais vraiment minuscule. Mais c'était un petit lopin auquel ils tenaient plus que tout, parce que c'était la liberté, c'était l'indépendance, etc. Et avec ce petit lopin, il fallait vivre. Donc, alors, comment vivre? Par l'autosubsistance, déjà. Oui. Avec ce petit lopin, il fallait tout faire. Hein. La culture, la nourriture, l'habillement, le vêtement, le chauffage, l'éclairage, etc. Donc, il fallait faire le maximum avec ce petit lopin. En plus, comme la terre ne suffisait pas, il fallait absolument qu'il y ait des terres communautaires. Pour le troupeau communal, etc. Donc, si on dit terre communautaire, on suppose qu'il y a un règlement entre toute la communauté pour que tout le monde s'entende pour l'usage de ces terres communautaires. Donc, il fallait que tout le monde respecte ce règlement. Bon. Alors, qui dit respect de ce règlement, dit aussi que il fallait pas... ça amène à l'égalitarisme, parce qu'il ne fallait pas qu'il y en ait qui s'enrichissent par rapport aux autres. Sinon, tout le système était complètement fichu. Il fallait que tout le monde... Et à peu près pareil, et qu'il n'y en ait pas un qui essaye d'accaparer plus que les autres. Donc il était absolument interdit de s'enrichir au pays. Alors ça, par exemple, cette propriété très ancienne, le fait qu'il fallait être tous un petit peu égaux, faire tous un petit peu la même chose, vous croyez qu'aujourd'hui encore, ça peut expliquer le fait que vous ressentiez un petit peu à la fois cet attachement des gens qui s'en vont, qui veulent revenir, à la fois... Attendez, il y a un gros phénomène dont on n'a pas parlé, c'est que, je vais au bout de mon raisonnement, s'il y avait aussi que, comme les terres étaient toutes petites, il fallait absolument les transmettre entières. Donc il n'y avait pas un partage de l'héritage. Les terres, il fallait qu'il y ait un héritier. Donc tous les autres, exclus de la terre, eh ben, il fallait qu'ils s'en aillent. Parce qu'au pays, il n'y avait pas de classe sociale leur permettant d'avoir un travail. Donc ils émigraient. Oui. Et ceux qui étaient exclus de la terre, ils émigraient, mais ils revenaient parce que le bien noble, l'indépendance, la liberté, c'est la terre. Donc ils partaient, mais ils revenaient. Et à la fois, comme ils partaient, ils étaient maçons, la plupart, pas tous, il y a des scieurs de Long et des sabotiers, mais la plupart, surtout dans la région du plateau de Millevaches qui nous intéresse, ils étaient surtout maçons. C'est-à-dire qu'à la fois, ils étaient très attachés à la terre, mais ils partaient au moment où la terre avait le plus besoin de ses bras. Mais ils partaient et ils revenaient un petit magot. Pourquoi faire? Pour payer les dettes. Deuxième point, pour payer les impôts, parce que le pouvoir central était absolument... draconien, et ils profitaient justement qu'il y avait une main-d'œuvre, bon marché, etc., pour imposer davantage. Alors moi j'aurais une question à vous poser, c'est que tout ce que vous nous racontez là, tout ce qu'on peut lire beaucoup plus en détail dans votre livre, toutes les traditions que vous décrivez en particulier dans votre deuxième partie, est-ce qu'aujourd'hui tout ça c'est pas fini et est-ce que finalement tout ça n'a plus... on est en train d'entrer dans un autre monde? Bon, on est peut-être en train d'entrer dans un autre monde, mais les comportements quand même, je le sais pour avoir vécu et m'être heurté quelquefois à des espèces un peu d'incompréhension pour ceux qui ne font pas comme les autres. Bon, ça existe, et tous ceux avec qui j'ai parlé, oui, trouvent que ça existe aussi. Bon, ça existe encore, donc j'ai compris pourquoi, parce qu'il fallait qu'il y ait un nivellement complet. Et c'est aussi pour ça que des partis comme le Parti Socialiste, le Parti Communiste se sont très très bien implantés, et c'est toujours vrai. Hein. Donc, à la fois, il y a beaucoup de choses qui restent. Bon, et effectivement, donc, je pourrais aussi parler du plateau de Millevaches, qui est un petit peu un stéréotype de tout le Limousin, c'est-à-dire le Limousin, c'est le concentré du Limousin le Limousin n'est pas très riche. Le plateau de Millevaches, il est encore moins. C'est isolé, c'est encore plus isolé. Les terres sont petites et les landes communales sont grandes. C'est encore plus fort en Limousin. L'émigration a été 3 fois plus forte en Limousin. Ce qui fait que, je veux dire sur le plateau de Millevaches, ce qui fait que le plateau de Millevaches, il s'est désintégré, il s'est vidé encore beaucoup plus vite que le reste du Limousin, et il s'est déstructuré, il s'est vidé. Ce qui fait qu'en fait, c'est la richesse du plateau de Millevaches, puisque en fait, il s'est absolument déstructuré, mais puisque maintenant presque tout se termine, il y a la place pour autre chose. Il y a la place pour créer, il y a la place pour l'initiative. Ce qui est moins vrai pour le reste du Limousin, où il y avait encore une paysannerie forte, et justement qui essaye de
encore de tenir un peu les choses. Alors tout ce que vous nous racontez de manière très passionnée, ça se retrouve dans le livre, donc on invite les gens à le lire. Et puis on indique que vous allez faire une conférence à Felletin le 21 avril sur justement ce thème. Alors les gens pourront vous entendre plus longuement. Et puis donc on redit le titre du livre, Paysans du Limousin, aux éditions Horvath. Alors Marie-France Houdard, cette rubrique Espace Libre, c'est aussi une rubrique ouverte à tous ceux qui veulent nous faire partager leurs découvertes et leurs passions. C'est ainsi que ce mois-ci, Jean-Louis Cibra, qui est danseur, est venu nous voir pour réaliser avec nous le petit film que nous allons regarder et dont il nous dira ensuite quelques mots. Je voulais vous écrire un mot, quelque chose de beau. Aujourd'hui, j'avais tout ce qu'il me fallait, mais mon stylo jouait au seau et faisait dodo. Alors j'ai pris les chemins, me laissant guider par mon séraphin, me laissant porter sur le dos des collines au rythme de leurs comptines. Ainsi, j'étais bien. Mon cœur jouait les sonneurs de ce trop-plein de bonheur. Mon corps, rendu à sa légèreté, se déployait, se rassemblait, s'élevait, tourbillonnait. Maintenant, mon stylo peut faire dodo. Je n'ai plus besoin des mots, je vous dédie ce solo. Détaché de tout, sans pleurer de rien, sans rire de tout, comme un enfant qui repose dans la vérité des choses, s'écarter de tout, sortir, se tenir debout. Comme un enfant sort du ventre et hurle, s'écarter de tout. Un jour être pauvre, détaché du reste, de l'autre côté du mur. Io me levi un bel matinetta per la prata, encontré le ruisseñor che cantava sola rama, din 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 dania din din din. Ruisseñor, le ruisseñor, fatemi aquesta ambasciata, i digalo a mon ami che io ja son maritata, din 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 dania din din din.
Bonjour, Jean-Louis Sibra, je suis danseur, j'enseigne en particulier sur le plateau de Millevaches. J'y enseigne une danse qu'on appelle contemporaine, mais que j'aimerais plutôt appeler danse vivante, dans le sens où bien sûr, moi j'essaye d'apporter ma conception de la danse, une gestuelle, mais je suis évidemment très à l'écoute des envies, des possibilités, des envies de chacun. Et je dirais qu'à la fin, ça fait une danse qui est ni contemporaine, ni traditionnelle, mais une sorte de mélange, un patchwork. À l'origine de ce projet, il y a bien sûr une envie de découvrir un autre moyen de transmettre la danse, ou de proposer la danse plutôt, hors des théâtres. Hein. Le théâtre qui est un bel écrin pour la danse, un beau lieu, qui a été étudié pour ça, mais qui d'une certaine façon nous limite, nous emprisonne un petit peu. Et puis surtout, bien sûr, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'un théâtre, très souvent, ne peut tenir que 1000, 2000 personnes. Et évidemment, la télé, la vidéo, nous permet de toucher beaucoup plus de personnes, y compris, et bien sûr, beaucoup de gens qui ne vont pas au théâtre parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils n'ont pas les moyens. La vidéo pour la danse pourrait être ce qu'est et ce qu'a été surtout la carte postale pour la photo ou le disque pour la musique. Imaginez si on entendait seulement de la musique quand on va au concert. D'un autre côté aussi, en tant que démarche artistique, la caméra nous permet vraiment de cerner de plus près les ambiances désirées. On peut varier la notion de temps, la notion d'espace, renforcer je sais pas, les distances, bon, plein de choses comme ça. Enfin, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à cette technique et au sens artistique des gens derrière la caméra, pour que ça ne soit pas simplement une prise de vue de danse, mais que ça devienne vraiment ce qu'on pourrait appeler de la vidéo-danse. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, je vous remercie de votre regard, et j'espère que vous avez passé un bon moment, enfin 3 bonnes minutes. Voilà, au revoir et merci. Merci Jean-Louis Sibra. Si, comme lui, vous voulez vous aussi tourner quelque chose avec nous, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. D'autre part, continuez à nous faire part de vos remarques. Ainsi se termine le 20e numéro du magazine du Plateau. Au revoir et au prochain numéro.